Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui, on se retrouve à Genève, au siège de la télévision suisse romande. On va vous faire découvrir les coulisses de la diffusion d'un GP avec les commentateurs Mathieu Jutens et Robin Mulhauser. Déjà où il parle. Ouais, je suis en train de filmer. Ah, c'est en train de filmer, vas-y, dis un truc. Je dis un truc, comme je suis filmé, je veux pas dire trop de bêtises. J'en dis à l'antenne, donc je peux bien en dire ici aussi. Enfin, je crois que j'en dis à l'antenne. On n'essaye pas, mais enfin, c'est mieux pas. Si je reviens au tout début, évidemment il y a les copains qui avaient les buggets, puis je faisais du foot, personne n'est parfait au début quand j'étais gamin. Puis ils venaient, ça faisait un bruit, ça avançait pas, mais on se croyait, parce que moi j'empruntais évidemment les buggets des copains, et j'en avais pas moi, mais ma mère ne voulait pas forcément au départ. Puis à 35 à l'heure dans la descente, yes, j'ai fait 36 quoi, tu vois, on essayait de battre la vitesse là. Puis après, un peu plus grand, enfin ado, mon meilleur ami avait une bécane, et j'ai des frissons d'en parler parce qu'il est plus là, puis il est porté disparu, ça fait 10 ans, suite à un accident. Mais si tu veux, quand je fais de la moto, c'est aussi pour lui, parce qu'il m'avait mis, je me souviens, on était à Genève, côté gauche, puis lui, on allait à droite, et il m'a dit, ok, tiens la bécane, puis vas-y, tu me suis, parce qu'il avait celle de sa copine. Puis je dis, mais attends, mais explique-moi juste les vitesses, c'est où, enfin comment on fait ça? Puis en fait, je pars, dans la circulation, je mets en 1, puis je crois que j'ai fait tout Genève en première, parce que je savais pas mettre la 2, tu vois. Mais on était casse-cou, etc. Puis après, on allait en Valais, c'était des vitesses, on n'a pas le droit de dire sur la route, enfin, le double de ce qu'il faudrait, etc. Mais moi, en étant derrière lui, si tu veux. Puis après, j'ai dit non, mais je dois faire moi, parce que je serais plus safe. Puis j'ai acheté une 125, que j'ai gardé longtemps. Et puis après, j'ai passé sur le plus gros club, évidemment. Et puis là, jusqu'à maintenant, faire du circuit, parce que ma copine fait du circuit aussi. Donc voilà, on monte les échelons, on va dire comme ça, mais ça a commencé avec un petit buggy à 36 à l'heure, puis on était les rois du monde, quoi. C'est au fond de moi. Et je pense qu'on ne peut pas mentir en direct pendant 4h15. Et moi, depuis que j'ai 4-5 ans, en fait, je joue avec des G.I. Joe qui n'ont jamais fait la guerre. Et je regardais les sports à la RTS, mais tous les sports, puis c'était la TSR à l'époque, mais c'était du ski, du tennis, de la F1, de la moto, mais tous les sports. Et en fait, je reproduisais ça dans ma chambre pendant la semaine. Et donc je descendais la housse, par exemple sur le ski alpin, je descendais la housse du lit, et puis j'utilisais les dessins pour imaginer que c'était un slalom, et puis c'était Von Groningen et Bruno Carnel qui descendaient, et Hans Knaus qui perdait tout le temps. Et je faisais ça, mais je commentais, si tu veux, depuis 4-5 ans. Et encore aujourd'hui, quand je commente sur RTZ, je sais que je dois faire gaffe à des choses, etc. Mais je suis comme dans ma chambre, en fait. Et c'est pour ça que c'est une partie de moi, et j'ai toujours voulu faire commentateur de sport, journaliste. À la base, je suis diplômé, je suis journaliste professionnel. Je pourrais travailler au TJ et tout ce qu'on veut, mais je m'en fiche, en fait. Moi, ce que je veux, c'est dans le direct, dans l'instant. Et ça a toujours été la télé, de l'avoir vu gamin, si tu veux. J'ai grandi avec ça. Et c'est juste magique, quoi, parce que j'ai pas l'impression de bosser. C'est un boulot énorme, ça prend du temps sur la vie privée, etc. Mais c'est une passion au fond de moi, c'est juste trop beau de pas avoir l'impression de bosser dans sa vie. Alors que c'est du boulot, mais pour moi pas. Alors je suis né en Belgique, et à l'âge de 4-5 ans, mes parents ont déménagé pour venir en Suisse. Et ils avaient dans l'idée que pour devenir commentateur sportif, il fallait faire l'université. Et puis moi au collège j'étais une brêle quoi, je veux dire, moi j'allais pour draguer les filles et puis pour aller jouer à la récré, c'est tout ce qui m'intéressait à l'école. Et puis rentrer le plus vite possible pour voir les sports et commenter. Donc je me dis oups, pas possible, j'ai fait un apprentissage de commerce en maths intégré. Une fois que j'ai fini ça, j'ai fait l'armée pendant une année, parce que je savais pas ce que j'allais faire derrière, donc je me suis dit au moins c'est poussé. J'ai fait 2 fois 6 mois à Vancouver pour l'anglais, parce que je comprenais déjà que c'était important. Après j'ai pu faire un bachelor en communication d'entreprise. Et en parallèle de ça, j'avais toujours le manque de ce métier-là. Et puis un de mes profs dans mon bachelor m'a dit « mais va à l'Aimant Bleu, tu vas taper à la porte et ils vont voir ta motivation, ton intérêt ». Et j'ai commencé bénévolement à l'Aimant Bleu en parallèle de mes études, vraiment
Et je faisais du 7 sur 7, mais ça me plaisait. Après, ils m'ont finalement engagé. C'est eux qui ont payé ma formation pour devenir journaliste au registre professionnel. C'était le CRFJ à l'époque, je ne sais pas si ça a changé de nom. Sur 2 ans à Lausanne, et j'ai passé tous les examens, donc je suis professionnel depuis 2009. Sauf que pour les Morbleu, je coûtais trop cher, puisque j'étais dans les barèmes journalistes, c'était genre 6 000 francs à 100%. Et puis là, j'ai été repéré par un ancien de la RTS, Philippe Ducarreau, qui faisait Téléclub Swisscom TV. Donc je suis parti dans sa boîte qui faisait à Zurich, en français, les matchs de hockey et de foot. J'ai adoré ça pendant une année. Puis en septembre 2010, il y avait un poste qui s'ouvrait ici. Puis c'est moi qui ai eu le poste sur 150 postulants, donc j'étais tout content, mais je pensais venir à 35 ans ici. Puis je suis arrivé à 25 ans à la RTS. Et puis maintenant, ça va faire 10 ans le 1er septembre que je suis ici à la RTS. Je crois que c'est ma 9e saison de MotoGP, donc c'est juste le rêve, quoi. Les gens voient, j'aime bien ta question parce que les gens voient la pointe de l'iceberg. C'est les 4h15 où on est en direct avec les gens, c'est le plus beau moment. Mais devant, moi j'ai un jour concrètement de travail, j'ai un jour de planification le samedi pour préparer le dimanche. Mais moi je travaille toute la semaine en fait. Et ça va être, des fois c'est 2 heures, des fois c'est 3 heures, en fonction de l'actualité ou de ce qu'il y a. J'ai la chance de m'entendre très bien avec les pilotes suisses et les différents acteurs dans le paddock, parce que c'est souvent les chefs techniques, etc. qui sont les plus intéressants, ou les mécanos. Donc c'est eux que j'ai au téléphone, etc. Donc je dirais que c'est une semaine de boulot pour finalement 4-5 heures. Et de tout ce que je prépare, j'utilise 5 ou 10% de toute la préparation. Mais j'ai besoin de ça pour être safe, pour me sentir juste, pour me sentir crédible, pour me sentir prêt, pour y aller. Ok, on y va. Quoi qu'il se passe, on est ready. J'ai eu des grands prix où on a dû meubler pendant 1h15, où il ne se passait strictement rien. Et là, tu as du biscuit. Là, tu sais, tu peux aller à droite, à gauche, etc. Donc, c'est énorme boulot. Après, les gens voient ça, les passionnés de moto, et c'est ma passion. J'ai de nouveau les frissons. Mais après, on fait plein d'autres choses pour les savoir. Donc, on voulait être amené à être dispo pour faire un résumé de F1, de ceci, de cela, de tennis. Ça, c'est l'autre partie du job. Mais moi, celle qui me plaît, c'est celle dont on parle là maintenant. Forcément, d'abord, c'est le classement. Ça va être, on reçoit de la Dorna différents documents. Et celui que j'aime bien, c'est où tu as le nombre de départs, exactement le nombre de victoires quand c'était la dernière. Et ça c'est des documents que j'ai, donc je surligne pour savoir les infos que je vais placer. J'aime pas donner trop de chiffres, j'aime mieux parler du pilote ou de sa situation. J'ai toujours mes fiches à moi d'infos intemporelles. Je pourrais parler d'un pilote pendant 10 minutes sur des infos intemporelles que tu concoctes, et c'est ce que tu fais comme boulot assez longtemps. Et puis après, il y a les infos pour le Grand Prix même, ses stats ou son sentiment sur le Grand. Donc ça fait ces 2 documents là sur lesquels je jongle. Après, il y a les infos concernant les équipes, donc KTM, ce qu'ils ont fait, Aprilia, ce qu'ils ont fait, etc. Après, tu as les infos sur le circuit, des histoires sur l'histoire du tracé de Brno, par exemple, ou ce qui s'y est passé à ces endroits-là. Mais en fonction du direct, je vais aller piocher dedans ou pas, en fait. Mais ça me donne plein de possibilités, c'est tout ça que je surligne. Puis après, j'ai ma fourre pour la Moto 2, la Moto 3, la Moto GP. On reçoit exactement la même image que les gens à la télé. Et c'est pour ça que moi j'étais le petit gamin qui regardait la télé avec les images et le commentateur qui s'enflammait. Et ce que j'aime dire, c'est si un gamin veut essayer le métier, mais il a qu'à couper le son de sa télé, il ne m'entendra pas, c'est très bien aussi. Et puis il aura l'image, il aura strictement la même chose. Il peut s'entraîner là-dessus. Alors après, il y a le son d'ambiance qu'on reçoit comme les téléspectateurs. Et on va rajouter notre ligne de voix par-dessus. Donc c'est vraiment la même image. Après nous, pour commenter la course, on a le live timing pour avoir les temps autour. Parce que commenter une course sans temps autour, c'est juste pas possible de lire ce qui se passe, etc. Surtout quand il y a un dépassement, il y a 3 secondes d'écart à 5 tours d'arrivée, c'est des infos que tu dois voir. Donc ça, c'est ce qu'on fait via le live timing ici. Des fois, ils plantent, et puis là, on n'est pas très bien. C'est pour ça que c'est plus safe aussi pour le commentaire d'être sur place. En étant sur place, on aurait l'écran qui nous fournisse avec vraiment en temps réel les temps autour. Mais en termes d'image sur le moment et de sources qu'on a, c'est la même chose qu'on soit sur place ou pas. Par contre, quand tu es sur place, tu peux voir l'outil, tu peux discuter avec lui, les ingénieurs, les chefs techniques, etc. Mais pour le commentaire pur, non, vous pouvez à la maison essayer, vous coupez le son, vous n'avez pas l'ambiance, ça c'est dommage, mais vous avez exactement la même chose que nous. Oh. Il y en a tellement en fait. J'aime à dire que c'est la prochaine course finalement parce que je vais me réjouir de ça. Non, quand Luthi et Egerter, ils font 1 et 2, donc Domi gagne avant d'être déclassé par après, mais quand Egerter gagne juste devant Tom, mais on avait les larmes aux yeux, on pleurait, enfin, c'était juste trop beau. Donc j'ai ce moment-là, on commentait avec Jean-Claude, on pleurait, puis après on a été voir les deux.
puis c'était des scènes de liesse, enfin, c'était juste magique, j'ai de nouveau les frissons, c'est nul. Et puis après, et là c'est une image de la proximité qu'on a avec les pilotes. Début de la saison, l'année passée, 2019, Jean-Claude Chertenay, qui est devenu un ami comme mes deux autres consultants, il a 60 ans au Qatar. Et je vais voir Tom, avant je dis écoute Tom, il a 60 ans, qu'est-ce qu'on fait? Puis écris un petit truc, joyeux anniversaire, Sherton, un truc comme ça, tu me le donnes sur la grille de départ, puis je le brandirai. Puis là, j'ai organisé ça un peu en cachette sans que Jean-Claude soit au courant. Et puis il était magique quoi. Et, Tom, alors qu'il était tout devant, tu sais, la pression au début de la saison et tout, puis je commente, puis je dis tiens, il va le faire, il va pas le faire, il va le faire. Et puis tac, tu vois la caméra qui vient, puis je dis mince la caméra, tu sais des fois les pilotes ils les prennent en large, là ils le prennent en serré. Puis je dis non, du coup on va pas voir sur sa moto. Il a le réflexe, il va prendre la moto, puis tac, il le met devant, puis là tu te dis. Puis j'avais Jean-Claude avec sa petite larme, etc. Puis là tu te dis ah tu vis un petit moment. Mais c'est des moments inside comme ça, parce que tous les grands prix sont beaux finalement. Mais sinon ouais, je dirais ces deux moments particulièrement. Moi j'ai grandi en regardant, j'étais ado ou assez grand, mais c'était Mick Doohan, puis il gagnait tout, donc forcément ça allait bien, ça m'arrangeait bien. Donc il y a eu Mick Doohan, j'ai jamais été en Australie, mais il m'a fait donner envie d'aller là-bas, et avec cette image, ok, road trip en Australie, je veux, j'aime. Donc après Mick, il y a eu Stoner, quoi, ce qu'il a fait 2007 notamment, forcément, et j'ai eu un problème. C'est que je suis arrivé en Grand Prix, mon premier Grand Prix, et je commentais avec Bernard au début, et c'est qu'il était là, et il courait encore quasi. Et t'as pas le droit, quand tu commentes, tu dois être impartial, tu dois être neutre. Bien sûr, on a plus d'infos sur les Suisses, on va parler d'eux, mais tu dois être neutre sur les autres. Et le jour où il annonce sa retraite et qu'il surprend tout le monde et tout ça, au fond de moi, j'étais mince. Et d'un autre côté, yes. Parce que je veux pas être embêté, on pourrait pas me dire, ah, il est pro-stoner, etc. Parce que ça aurait pu être un problème. Donc il est parti là. Aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un d'honnête et je dis tout, j'ai pas de filtre, aujourd'hui forcément le côté australien et d'avoir un Miller qui va en plus être sur la Ducati officielle en 2021, ça me parle, ça me plaît, mais ça ne doit pas se ressentir dans le direct. Je crois pas. Je crois pas parce que moi il y avait les Australiens qui étaient partis et puis Miller, on le voit pas trop devant. Souviens-toi juste, le problème c'était, et j'ai eu ce cas de figure, c'est quand il est en Asie qu'il est tout devant, tous les autres ils ont pas pris le risque lui là, ils sont au fond de grille, puis ils ont pas mis les pneus qu'il fallait à ce moment-là, il y avait toute la pagaille et tout. Moi j'avais juste envie de dire, oh mais laissez-le aller, laissez partir les autres, à voix des stands, vous avez pas été bon dans vos choix, faut assumer les gars et basta et on y va. Il y a juste ce moment qui était dur. Mais tous les autres, c'est assez facile parce que honnêtement, moi, ils m'impressionnent tous. Je vais aimer quelque chose chez chacun d'eux. Et c'est pas de la com, de le dire. La preuve, je t'ai dit les noms de pilotes qui me plaisent particulièrement. Donc pour moi, non, ça l'est pas. Et j'ai demandé aux consultants, à Jean-Claude, à Robin et Hervé, d'être dans la même lignée parce qu'on n'a pas le droit de se planter là-dessus. C'est dur quand il y a un incident Marquez-Rossi parce que tu sais qu'il y a les pros Marquez, il y a les pros Rossi, puis il y a les anti-Marquez, puis il y a les... Et là, tu sais que c'est touchy, mais comme j'ai vraiment aucun favori, ça va. Tout, c'est un regard, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée à une voix. Bien sûr, je pense que j'arriverai à tenir 4 regards avec tout ce que j'ai préparé. Mais il faut 2 voix. J'aime le fait d'en avoir 3 parce que le public ne se lasse pas non plus. Il pourrait se lasser de moi, je comprendrais très bien. Mais d'avoir un Jean-Claude qui va donner des infos, toutes les infos dans le paddock, ça fait plus de 30 ans qu'il y est, c'est magique. Robin, c'est le dernier pilote roman à avoir roulé en Grand Prix qui est dispo. Il est là, il va pouvoir nous dire ce qui se passe vraiment sur la moto à tel endroit. Hervé, il regarde mais toutes les séances, il est au courant de tout, il surbosse et c'est juste magique. Quand il y avait Vincent Braillard, ça allait très bien aussi parce qu'il avait son regard, il était plus ingénieur, etc. Donc cette pluralité de regards fait qu'on ne tombe pas, je crois, dans une lassitude. Et chacun va amener sa petite pièce à l'édifice. Et moi, j'aurais demandé, restez vous-même, on copie personne. Quand je suis avec toi, ça se passe comme ça, quand je suis avec toi. Mais avec tous, comme ça devient des amis et qu'on a un petit groupe entre nous et qu'on se chambre, les gens sentent, je crois, aussi ce feeling et qu'il y a une amitié au micro et qu'il y a un respect et qu'on vibre et qu'on se réunit pour ça. Donc, c'est juste le kiff, quoi, de les avoir. Et ne pas les avoir, moi, je me bats pour qu'ils soient là, parce que c'est des coups, forcément. Mais s'ils n'étaient pas là, ce serait la Martine, tu vois, c'est un soleil de mouvement qui est tout dépeuplé. Oh, attention! Attention, deuxième position, Rodrigo a failli s'envoler au moment de la remise des gaz. Du coup, il a perdu quelques positions, il se retrouve dans le paquet, mais il a limité la casse. Ouh, ça s'est touché là. Rodrigo qui a touché l'arrière de Fernandez, c'était limite. Il y a un demi-tour de ça, c'est déjà lui qui a failli s'envoler. On a 3 questions pour toi. Hein, Oh, t'avais dit 2! donc. 2, 3? On en rajoute une. Ouais, tu vois.
J'ai eu en quelque sorte un peu de chance parce que je venais de terminer ma carrière en Moto 2, en Grand Prix. Et à ce moment-là, Vincent Braillard, qui est parti de la RTS, Mathieu il cherchait un consultant. Et du coup, c'était pile le bon moment pour moi. Et ça fait maintenant 2 ans et demi et quelques que je suis avec Mathieu consultant. Donc ouais, c'était au bon moment, au bon endroit. C'est clairement un peu un rêve d'être un jour commentateur en quelque sorte des courses moto. On se rappelle de Bernard Jonzier qui faisait vibrer, surtout qui me faisait vibrer moi quand je regardais les courses aussi. Et je me suis toujours dit ça doit être vraiment trop cool comme job de commenter des courses. Alors qu'on pourrait être assis sur son canapé et puis on peut partager ses connaissances. Et puis du coup ça m'a vraiment botté, puis je me suis dit allez on essaye. C'est clair qu'au début on a une certaine pression parce qu'on ne doit pas dire de bêtises et j'en dis souvent dans la vraie vie. Mais du coup c'était un bon challenge et puis aussi ça permet de voir un autre aspect du monde de la moto en fait. Et du coup ça m'a permis d'être pilote, consultant, journaliste on va dire. Donc c'est chouette, voilà un challenge. Mathieu est heureusement très professionnel, donc des fois quand il voit que j'ai un peu un petit blanc ou comme ça, il sait meubler, il sait me mettre à l'aise, donc ça c'est vraiment la classe d'être avec Mathieu dans ce job-là. Mais après en tant que consultant, ce que je dois amener c'est un petit peu mon expérience de pilote, parce que c'est vrai c'est ce que les journalistes n'ont pas au final. Donc voilà, la connaissance du paddock, du pilotage, les petites astuces de pilote, puis après un petit peu jouer sur aussi mes connaissances en quelque sorte dans le paddock et puis typiquement j'aime bien prendre des nouvelles de Tom ou de Dominique avec qui j'ai toujours bon contact, puis ça me permet d'amener un peu des infos de l'intérieur on va dire et de complémenter ce que Mathieu amène déjà qui est très très complet quoi. Voilà, un petit peu, amener un petit plus. On ne pouvait pas faire un épisode sur les commentateurs de MotoGP sans parler de la voix la plus légendaire, celle qui a marqué des générations de passionnés de course moto en Suisse romande. Cette voix, c'est celle de Bernard Jonzier. Mais c'était une journée forcément un petit peu particulière pour Bernard Jonzier, qui a commenté hier à Assen son dernier Grand Prix moto, après plus de 30 ans sur le circuit. Alors toute la rédaction des sports lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie, qui sera assurément chaud bouillante. C'est donc une page qui se tourne et c'est désormais Mathieu Jutens qui a commenté aux côtés de Bernard Jonzier depuis le début de la saison, qui va reprendre seul les commentaires. On lui souhaite évidemment aussi le meilleur à lui. On va se quitter donc avec ce clin d'œil, ce petit cadeau de retraite à Bernard Jonzier, un clip signé Dan Marcucci et Eric Plancherel. Que se passe-t-il à l'aspiration? Jacques Cornu dérobat, Jacques Cornu qui remporte le Grand Prix. Superbe bagarre. Thomas Luthi qui s'impose. Magnifique Thomas. Oh, magnifique, superbe. C'est Randy Le Punier qui vient le percuter. Carton rouge, il n'a plus sa place en Grand Prix ce garçon. Thomas Luthi, champion du monde, yes. Magnifique Tom Tom. Il a fait une course qu'il fallait faire. Une course de tous les dangers. Oh, c'est son. Il a fait une course super intelligente. Magnifique. Magnifique Thomas. Egarter dans les points, Domino est dans les points, il vient de doubler Axel Ponce, et c'est la victoire pour Thomas Luthi, magnifique, fabuleux. Ah, c'est ça. Alors qu'on ne vienne plus me dire que Thomas Luthi n'a pas les nerfs, parce que c'est moi qui vais m'énerver. Bradley Smith qui a chuté, il était 4e, il est incorrigible. On a les larmes aux yeux, on ne vous le cache pas, c'est une victoire qui nous fait très plaisir. Thomas Luthi se relance plus que jamais dans la course au titre mondial. Oh Thomas, il nous a fait plaisir. Je le fais. C'est un mystère, un grand mystère. Disons que dans ma famille, il n'y avait pas de motard. Comme tous les enfants, quand j'avais une trottinette, je mettais la pincette et les bouts de carton. Après, j'ai vendu mon train électrique que j'avais fabriqué moi-même. Je suis assez bricoleur pour m'acheter un vélomoteur. Le vélomoteur, après 15 jours, il était maquillé. On avait fait des pignons, on était un groupe d'amis, donc c'était celui qui allait le plus vite. Et puis tout d'un coup, dans le quartier, il y avait un mec, un peu, on appelait ça à l'époque, début des années 60, un zazou. Il avait une Triumph Bonneville. Il avait toujours des jolis passagers avec lui. Je me suis fait pote avec lui et de temps en temps, il m'emmenait. On faisait le Kedouchi, on montait. On n'avait bien sûr pas de casque, il y avait moins de circulation. Puis je crois que j'ai eu des frissons comme jamais. Puis je me suis dit un jour, je ferai des courses de moto.
Donc j'ai passé le permis, après 2 ans de permis, j'ai fait ma licence et je voulais faire des courses de moto parce que j'adorais ça. Je trouve que c'était moins dangereux de rouler en circuit course de côte. Il y avait quelques courses en circuit dans le championnat de Suisse que de la route, mais j'ai quand même toujours fait de la route et de la moto et j'ai fait pas mal de voyages en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans le Colorado. Donc c'est une passion que j'ai, mais mes parents ne comprenaient pas parce que pourquoi? Parce que j'avais pas de tonton, j'avais pas de frères ou de cousins qui faisaient de la moto, mais ça m'est resté toujours au fond de moi-même et j'adore ça et je continue à faire de la moto et ouais, c'est une passion qui s'arrêtera avec moi, avec mon cœur. Donc il y a eu les radars qui sont arrivés, j'avais une Kawasaki 500 Mach 3, donc 3 cylindres, 2 temps, c'était un baril de poudre. Et les Anglais, les Américains l'appelaient la faiseuse de veuve. J'ai eu un gros accident sur la route en allant à Lyon, fracture du fémur, du bassin, et je me suis rendu compte que rouler vite à plus de 200 sur la route, c'était quand même très dangereux. En plus, on risquait notre permis. Donc j'ai trafiqué cette moto et j'ai fait le championnat de Suisse, catégorie débutant. Après, j'ai fait quelques résultats, mais pas extraordinaires. Moi, j'adorais les circuits. Je tombais souvent en circuit parce que je me disais, il n'y a pas de raison qu'on me double. Et le gars qui me doublait, j'essayais de le reprendre au freinage. Donc j'ai eu beaucoup de chutes, mais c'est un sport qui m'a donné des frissons incroyables. Et puis on était quand même une petite communauté. C'était au milieu des années 70. Donc on se donnait tous des coups de main, on commençait à faire des circuits, notamment Casals, Lednon, Carland, il y avait bien sûr le circuit linéaire. D'ailleurs, moi j'étais constructeur en machine, dessinateur, et je suis allé travailler à Neuchâtel pour être près du circuit linéaire, parce que Jacques Cornu, il y a un nombre de champions incroyables, Philippe Coulon qui habitait la région de Neuchâtel, et ils allaient s'entraîner le mercredi après-midi, donc j'avais négocié avec mon patron, c'était une entreprise qui fabriquait des radiateurs électriques. C'était long, parce que maintenant ça ne marche plus, les radiateurs électriques, ça coûte trop cher, mais j'avais négocié, je travaillais le lundi et le mardi. Le mercredi, je pouvais aller à l'atelier préparer ma moto. Le mercredi après-midi, j'allais rouler sur le circuit linéaire. Et puis jeudi et vendredi, je continuais à travailler. C'était une période absolument géniale parce qu'il y avait la liberté. Les motards, on n'était pas trop bien vus, mais ça nous arrangeait un petit peu. On était un petit peu les bad boys. Et quand on a 20, 25 ans, et puis que les filles nous regardent parce qu'on a une belle moto, parce qu'on fait des courses moto, je veux dire que ça flatte un petit peu l'ego. Et puis c'est une période vraiment que je pourrais revivre demain, en signant tout de suite, quoi. Il n'y a pas de problème. Vu que je faisais le championnat suisse et on me surnommait le poulie d'or du podium, j'ai toujours fini 4e, je ne suis jamais monté sur le podium, ça c'est une anecdote. Je voyais des résultats dans la presse, mais il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait rien. Et mon prof au collège, c'était Georges Dekeudre, qui était le prof d'allemand. Je n'étais pas bon en allemand. D'autres branches aussi pas très bon, mais c'est un gars que j'appréciais beaucoup comme professeur. Et il était rédacteur en chef de la Tribune de Lausanne, qui est devenue Le Matin plus tard. Et un jour, je l'appelle ou je le croise, je ne me souviens plus exactement, c'est les années 73, je pense. Et puis je lui dis, Georges, mais pourquoi, je le vous avais bien sûr à l'époque, pourquoi il y a, puis il me dit, mais il n'y a personne, il n'y a pas de correspondant, tu pourrais nous faire un petit commentaire, mais 10 lignes. Puis c'était pas trop mal, je pense, il m'a dit 20 lignes, 50 lignes, 100 lignes. Après on va faire la dernière page, filerie des champions du monde sur la MV Agusta, mais il a moins de points que Giacomo Agostini, parce qu'Agostini finissait les courses et Filery tombait. Et puis je me suis intéressé, puis pendant 3 ans, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie et à 50% pour le matin. J'ai été nommé rédacteur en chef d'Automotosport, qui était une revue mensuelle. Et puis un jour, ils m'ont dit, Bernard, il faut que tu fasses l'école de journaliste. Puis ça coûtait quand même assez d'argent. Mes parents m'avaient dit, tu as appris un métier, tu en as fait plusieurs, mécano, dessinateur, constructeur en machine. Maintenant, basta, je voulais faire une école de photographe que je me suis payé moi-même. Et puis moi, ça m'arrangeait bien. Je travaillais 6 mois et je faisais le Globetrotters pendant 4-5 mois. Et puis finalement, j'ai fait l'école de journaliste. J'ai été engagé, mais je travaillais pour l'équipe, je travaillais pour le Sport, le Nouvelliste, 24 heures sous d'autres noms.
Et puis un jour, Jacques Deschenaux, que je connaissais, que je trouvais très, très sympa, il me dit « mais j'ai un problème là, j'ai besoin d'un consultant, parce que je ne connais pas bien, etc. etc. » Et puis j'étais comme consultant à Sun, c'était à Sun. Puis par hasard, le poste de TV, il a explosé, mais vraiment boum. Et on n'avait plus d'image. Et il me fait signe, je voyais la TV de la cabine à côté, des Suisses allemands, et je pouvais deviner, je reconnaissais les pilotes. Il me dit, comment, regarde à côté, je vais expliquer, on va changer le poste, mais tu t'inquiètes pas. Et puis, par chance, Boris Aquadro, ce jour-là, qui était chef des sports, téléphone à Deschenaux après la course, il dit, mais ce petit jeune, c'est qui? Ah oui, il a une carte de presse, mais il fait quoi l'hiver? Bon, il fait le Globetrotter, tu sais, c'est un mec un peu olé olé. Et je vais trouver Boris Aquadro, puis il me dit, c'est quoi vos sports à part la moto? Je dis, moi j'adore le hockey, j'adore le ski. C'est parfait, on t'engage au cachet. Et puis de fil en aiguille, Jacques Deschenaux avait la Formule 1, moi j'avais la moto. Après j'ai commencé à remplacer Lelio Regassi sur le ski et puis sur la moto, et sur le hockey sur glace. Donc c'est un petit peu un concours de circonstances. C'est vrai que j'aimais bien à l'école, j'aimais bien le français, j'aimais bien écrire, j'aimais bien faire des rédactions. Donc partie de la presse écrite, je pense que c'était une bonne base pour être curieux. Être curieux, à mon avis, c'est une qualité, en tout cas si on veut être journaliste. Donc c'est un concours de circonstances, c'est la roue de la chance qui m'a aiguillé dans les bonnes voies en fait. À la télévision, c'est facile à retenir le chiffre, c'est 33 ans. Donc 33 ans, mais j'avais travaillé 5-6 ans en tant que freelance dans la presse écrite. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu commenter le short track aux Jeux Olympiques, le cross-country, le ski accro, le halfpipe, le snowboard. Donc l'hiver, j'étais bien occupé, mais c'est vrai qu'un mois avant que la saison de moto recommence, j'étais vraiment passionné. Mais c'est vrai que les saisons étaient courtes parce que la saison moto se terminait des fois fin août, des fois début septembre. Puis le championnat de Suisse de hockey sur glace commençait à mi-septembre. Donc il n'y avait pas un moment de répit, mais c'était un métier passionnant. Les voyages, les rencontres, les découvertes et les surprises. Donc c'est vrai que je suis conscient que je suis gâté et que ma vie professionnelle, elle était comme dans un paradis. Et moi, j'organise encore je suis encore présent dans le monde des Grands Prix parce que j'organise des voyages avec Oni. Donc moi, je me rends compte, les gens, ils veulent voir les coulisses, ils veulent aller dans le paddock, ils veulent croiser un pilote, c'est très difficile, mais on fait un concours et j'amène les gens dans le paddock et je les vois avec des gens émerveillés. J'ai une anecdote qui m'a beaucoup touché, c'était un gars qui venait pour la dernière fois, il avait la sclérose en plaques, et puis son ami me dit « mais Bernard, tu sais, c'est la dernière fois qu'il pourra se déplacer, il n'a pas gagné le concours, mais tu ne pourrais pas entre… » Je dis « ouais, on peut s'arranger », je demande à tous les gens qui avaient gagné donner une petite demi-heure, 3/4 d'heure, ouais, pas de problème. J'ai dit, écoute, je ne peux pas vraiment m'occuper de toi, mais je vais te montrer le paddock. Tu te promènes pendant 2 heures, tu ne fais pas de bêtises, tu regardes les filles si tu veux, tu ne montes pas sur les motos, mais tu les regardes aussi. Et puis à 2 heures, j'avais donné un rendez-vous pour échanger le pass avec le vainqueur. Et puis je voyais bien qu'il avait les yeux rouges, il était un peu ému, il tremblotait. Je me dis, c'est sa maladie. Et le soir, il vient vers moi, il était un petit peu brut de fonderie, il me dit « Tu m'as pris pour un con ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Mais il me dit « J'ai pas pu te remercier !» Il m'a pris dans ses bras, il s'est remis à pleurer, c'est le rêve de ma vie. Donc moi, d'organiser ces grands prix pour des gens qui ont envie de voir le décor des coulisses, de la piste, je trouve que c'est aussi gratifiant et moi, ça me fait de partager ma passion avec des gens qui sont reconnaissants, je trouve ça absolument génial. Donc je prolonge un petit peu ma carrière. Alors, étant passionné de mécanique, vu que c'est quand même ma première formation professionnelle, j'adorais aller le jeudi, si j'étais sur place le jeudi, discuter avec les mécaniciens, voir les nouveautés, parce qu'à l'époque, les box étaient ouverts aux gens qui connaissaient les mécaniciens ou les ingénieurs. Donc ça, c'était un sacré avantage. C'était une bonne préparation pour voir les nouveautés, parce que tout le monde parlait, il n'y avait pas de rideaux, il n'y avait pas des couvertures qui cachaient certaines choses. Puis d'autre part, à une époque, j'étais aussi photographe. Donc le vendredi, j'allais sur 4-5 courbes différentes, voir les trajectoires, voir le gars qui était régulier, le gars qui freinait plus tard, parce qu'on était au bord de la piste, on voit des choses. Et ça,
c'est une matière qu'on peut expliquer le dimanche en disant que cette courbe, le meilleur c'est X, et puis dans l'autre courbe c'est B, ils sont tous les deux bons au freinage, mais les courbes rapides, en appui, en dévers, celui-ci est meilleur que l'autre, donc ça peut permettre d'expliquer beaucoup de choses. Et puis le samedi matin, je faisais la popote pour savoir un peu le ressenti des pilotes, si on pouvait discuter avec eux. Et puis le samedi après-midi, vraiment, je prenais toutes les notes, je suivais les essais en direct dans ma cabine, en prenant des notes. Et puis surtout, à mon avis, c'était très important, le samedi matin, j'allais discuter en faisant des pronostics avec certains team managers. Et je devinais qu'ils cachaient des théories, qu'ils cachaient des tactiques de course. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et le dimanche matin, j'étais toujours au bord de la piste, au warm-up. Parce que le warm-up, la moto, elle est réglée pour la fin de la course. Le réservoir est aux 3/4 plein, mais ils utilisent les pneus pour voir l'endurance des pneumatiques. Et quand on voit la hiérarchie du warm-up, c'est souvent celle qui correspond le plus à la course. On a vu ces derniers temps, c'est tellement serré. Il y a des gars qui sont 22e aux essais. Au warm-up, ils ont trouvé la solution dans les réglages, ils sont 6e. On peut dire qu'en partant 22e, il va finir dans les 10 premiers. Donc c'était ma tactique à moi. Et puis on m'appelait Miss Stabilo. J'avais des Stabilo Boss de toutes les couleurs et je savais à quel moment. Il y avait d'abord les verts, je devais parler d'eux, après les jaunes, puis après les rouges ou les oranges. Donc j'avais une sorte de théorie pour enchaîner, pas griller toutes ces cartouches en même temps en donnant des tuyaux. Puis après la course, si elle est intéressante. Mais j'ai toujours, des fois il y a eu des interruptions de course pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il y avait de quoi meubler. J'avais un ordre chronologique, les choses les plus intéressantes à dire, et puis s'il fallait continuer à meubler, les choses un peu moins intéressantes. Et puis des fois, à l'époque, moi j'ai dû me battre parce qu'on n'avait pas de consultant. Jacques Deschenaux ne voulait pas que j'aie un consultant, parce que lui ne voulait pas de consultant en Formule 1, parce qu'il disait quand même pas mal de bêtises. Donc voilà, c'était un petit peu tendu parce que pendant 2 saisons, il n'y a pratiquement pas eu de Grand Prix sur la RTS. Jacques Deschenaux avait prétendu que les courses moto ne marchaient pas, le public suisse ne s'intéressait qu'aux sidecars. Donc il y avait 5 ou 6 courses dans le championnat du monde, donc il y avait 5 Grands Prix et rien d'autre. Alors il avait raison dans le sens où en Suisse allemande, Rolf Biland, qui était quand même multi-champion du monde, il passionnait les foules. En Suisse romande, le sidecar n'intéressait personne. On voyait les taux d'écoute et j'ai essayé de me battre en disant regarde les 500 cm3. À l'époque, c'est les 500, il y a McDouane, il y a Garner, il y a Lawson. Ça tire plus que ouais, mais c'est chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors voilà. Mais c'était une longue bataille. Pendant 2 saisons, j'ai dû trouver un sponsor. À l'époque, ce serait plus possible. Grâce à Claude Friedrich, qui était un joueur du Lausanne Hockey Club avec qui j'avais joué au foot, qui était international de hockey sur glace, qui était responsable ADECO. Il m'avait trouvé le budget, à l'époque c'était quand même un gros chiffre. Il a sponsorisé toute la saison de moto. Donc si je n'avais pas trouvé cet ami compréhensif qui occupait un poste important, peut-être pendant 2 saisons il n'y aurait pas eu de moto du tout. Alors un seul, non je peux pas, mais il y a quand même, bon, on est tous un peu chauvins. Donc moi j'ai connu le parcours de Philippe Coulon qui a ramé. À l'époque c'était un des meilleurs pilotes à mon avis en 500 cm3 avec des motos privées. Et c'est grâce à lui que j'ai pu m'introduire assez facilement dans le milieu parce qu'il était pote avec Barry Sheene, il était pote avec tous les pilotes français. Donc il a vraiment beaucoup d'abnégation dans toute sa carrière. C'était un gars, il est toujours super sympa, il est resté les pieds sur terre. Je pense que à mon avis, c'était le meilleur pilote suisse de ces 20-30 dernières années. Après, il y a Jacques Cornu qui a aussi ramé. C'est vrai que son premier Grand Prix qu'il a gagné en Autriche, c'était un moment d'émotion incroyable. Boris Aquadro, pendant le direct, juste à la fin du direct, 2,500, me dit « faut que tu ailles l'interviewer tout de suite, c'est une unilatérale ». Moi, je ne savais pas ce que c'était une unilatérale. Au pied des commentateurs TV, il y a un caméraman. Et puis on réserve les lignes, elles sont enregistrées à Genève, puis il est passé le soir à l'émission des sports, et puis il me dit tu dois faire les unilatérales, il m'explique ce que c'est, j'attrape Cornu, je quitte mon poste de commentateur, j'étais tout seul bien sûr, et puis je vois le grand qui commençait à pleurer, et moi j'avais de la peine à poser mes questions, on sentait ma voix qui tremblait un petit peu, et puis
Bon, je remonte, je téléphone après la course des 500 à Boris, j'étais pas bon, on pourrait pas refaire. Non, c'est génial, un journaliste doit faire passer ses émotions. Si tu es un petit peu chauvin, tu dois expliquer pourquoi. Donc ça, c'était une belle leçon qu'il m'a donnée et j'ai connu, la moto marchait très fort, il y avait toute l'équipe parisienne, il y avait Sergio Pellandini, il y avait Roland Frémont, c'était vraiment la Dream Team. Les meilleurs pilotes suisses étaient dans ce team qui marchait super fort. Et puis après, moi, on m'aurait dit il y a 20 ans, est-ce qu'un jour tu commenteras une course où un pilote suisse peut être champion du monde en moto? En Suisse, moi, j'ai eu beaucoup d'histoires au sport parce que j'ai dit, j'en ai peut-être trop fait, je me suis trop emporté, mais c'est comme si l'équipe suisse de football devenait championne du monde ou championne d'Europe sans avoir de terrain à disposition de foot sur notre territoire. Ces gamins à 10, 12, 13 ans, grâce aux parents, grâce à des mécènes, ils vont s'entraîner en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et Thomas Luthi qui devienne champion du monde, c'était un rêve, c'était irréel. À 6h moins quart, j'étais à Jean-Claude Chertenham, on avait peur d'être pas à l'heure, on paniquait complètement, lui il était calme. On y était à 6h moins quart, il faisait froid à Valence, donc c'était au mois de novembre, la salle de presse n'était pas ouverte. Et puis on était tout excités. Puis lui, on voit, il avait même pas 18 ans, il arrive tout calme. Qu'est-ce que vous êtes? Mais tu joues le titre mondial aujourd'hui? Ouais, mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Donc cette maturité qu'il avait à 18 ans, ce calme olympien, c'était quelque chose de... C'était vraiment comme dans un rêve. Et après, on a fait une unilatérale, maintenant je savais ce que c'était. Après la course, il y a Daniel Yep et moi j'ai trouvé, avec d'autres personnes, mais le premier vrai sponsor de Thomas Luthi, c'était Blue Wheel. Et un jour, Daniel Yep, j'ai présenté les personnes, je n'ai pas assisté aux discussions aux chiffres, ça ne me regardait pas. Au niveau journaliste, on n'a pas le droit. Et Daniel Yep, 3 jours après, il me dit « Écoute, je crois que ça va se faire. La fille qui nous a présenté, elle est séduite. Si ça signe, je t'avertirai. » Puis 10 jours après, il me dit « C'est bon, c'est signé, c'est encore plus que j'espérais. Tu veux combien ?» Je dis « Je veux rien. » Puis il me dit « Non, mais c'est 10-15%, c'était quand même une grosse somme. J'aurais pu m'acheter une belle moto. » Je dis « Mais déontologiquement, je n'ai pas le droit, d'abord, vis-à-vis de la TV. Puis deuxièmement, tu me dois rien, vous mettez cet argent pour un mécano de plus ou je sais pas quoi. » Et puis il me dit « Ah non », puis en finissant la discussion, je dis « Ouais, vous me devez un titre de champion du monde. » Et 3 ou 4 ans plus tard, Daniel Yep, il me dit « Je te dois plus rien », mais juste avant l'unilatérale. Je dis « Mais tu me dois rien ». Il dit « Non, je te devais un titre de champion du monde. » Luthi s'est mis à pleurer, je me suis mis à pleurer. Daniel Yep s'est mis à pleurer, on s'est pris dans les bras. Il n'y avait pas le Covid, malheureusement, à l'époque. Mais c'était un moment d'émotion absolument incroyable. Puis voir ce petit Tom là, c'était un rêve qui devenait réalité. Mais jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé qu'un jour, un pilote suisse puisse être champion du monde. Alors je dirais que c'est autre temps, parce qu'on pouvait se permettre un petit peu plus d'exubérance, il y avait le conteur, le narrateur et le fou. Donc là maintenant j'ai l'impression, mais ils sont tous très bons, hein, c'est pas du tout une critique, ils sortent un petit peu tous du même moule. Et quand Mathieu, je l'ai un petit peu poussé, enfin j'ai dit à Massimo, je pense que ce gars il peut me remplacer, il a dit tout de suite, ouais mais tu imiteras pas Jonzier. J'ai dit mais pendant 3 heures de direct, on peut n'être que soi-même. Donc Mathieu, il ne va pas m'imiter, il a une très bonne élocution, il est peut-être un peu plus calme que moi. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu chaud bouillant, mais ma mère est italienne, j'ai l'essence qui coule dans mes veines, donc je suis très concentré. Puis des fois, quand il y avait... Moi, je pense que maintenant, Marquez, il a fait des choses pas très nettes. À l'antenne, j'aurais peut-être un peu pété les plombs et j'aurais peut-être pas pu garder mon poste de commentateur. Il a fait des choses que je trouve inadmissibles. Il est couvert par la Dorna, par les sponsors espagnols, par Honda. Mathieu, il reste très calme, mais j'aimerais quand même qu'on puisse dire l'avis du journaliste. On doit dire, voilà, à mon avis, il me semble que quand on a vu toutes ces dernières décisions, des derniers Grands Prix qui sont vraiment sujettes à discussion, je pense que le journaliste qui connaît quand même mieux que les téléspectateurs, puisqu'il est sur place, il doit donner un petit peu plus son avis, peut-être pas autant que moi. Des fois, je me réécoutais, parce que je me suis toujours écouté, c'est un conseil de Boris Acquadro pour corriger ses erreurs. Des fois, j'étais là, dit, je suis fou, c'est pas possible. Mais il faut rester objectif. Mais des fois, il y a le cœur qui parle, il
il y a la tension parce qu'on est concentré quand on voit une course moto et en une seconde, une demi-seconde, il peut se passer quelque chose. Donc on a les yeux rivés sur l'écran, on oublie nos fiches. Hein. Et puis des fois, c'est vrai que je me croyais sur la moto de Thomas Luthi. Mais bon, à notre époque, on ne pourrait plus le faire et je pense que je me serais bien calmé. Mais on le voit dans le monde du foot, il y avait Thierry Roland avec l'équipe de France. Il était aussi exubérant et il disait un petit peu n'importe quoi, mais qui plaisait aux téléspectateurs. Mais on n'est pas là pour plaire aux téléspectateurs, on est là pour leur donner des informations. Donc le temps a changé, autre temps, autre mœurs. Alors, c'est vrai que j'avais 3 expressions que j'aimais bien dire. C'est chaud bouillant, c'était un peu ma signature. Puis soit c'est un langage qui est rentré un petit peu dans les mœurs. Mais chaud, c'est pas CHUD. Dans ma tête, à moi, c'était chaud, S-H-O-W, bouillant. Le spectacle est bouillant et brûlant et vraiment ça monte. Et puis j'aimais bien dire aussi friser la correctionnelle, c'est un truc qui me plaisait bien. Et puis la fameuse saucisse de Montbéliard, parce qu'on avait un petit groupe de la télévision. On allait rouler et puis j'ai mis une banane, t'as vu, il y a les limaces. Donc les limaces pour moi c'était plutôt du bitume qu'on coule, qu'on ôte les fissures dans le bitume au printemps quand il y a eu le dégel. Faire une banane, pour moi la banane c'est le grand sourire. Et puis j'ai trouvé la saucisse de Montbéliard parce qu'on était dans des Soubres, dans la région de Montbéliard. Et puis un pote, il me dit, alors si tu le dis 10 fois, je t'invite à manger chez Rocha la semaine prochaine. Je l'ai dit 11 fois. Mais j'ai raconté des trucs pas possibles. Nicky Hayden fait le régime parce qu'il n'y a plus de saucisses de Montbéliard, des saucisses de Montbéliard à gauche, à droite. Et puis bon, j'ai jamais eu le repas, mais le mardi, j'ai des copains de la TV, des monteurs, des caméramans, ils disent, il y a Deschenaux qui a passé, il a parlé avec le chef, François Janet, tu fais de la publicité déguisée. Je dis, mais attends, puis c'est quoi le terme? Il me dit, mais saucisses de Montbéliard. Je suis convoqué, j'étais préparé, mais avant j'avais téléphoné à 3 potes motards de la télévision. Et puis il me dit, ça va pas, t'as dit 3 fois saucisses de Montbéliard, c'est de la publicité. Je dis non, c'est un terme générique. C'est pas les saucisses de la Migros, c'est pas les saucisses de Belle, c'est une saucisse à rôtir, c'est comme les saucisses, les boules de Bâle, etc. Ouais, mais quand même, ça va pas. Mais je dis, mais c'est quoi ce terme? Je dis, mais tu connais pas, toi, t'es directeur responsable des sports, saucisses de Montbéliard, c'est quand tous les motards font des travers, tout le monde le sait. J'ai jamais entendu ça. Je dis, mais téléphone à GG, téléphone à X, Y, Z. Il a fait un téléphone, puis il a dit, oh, mais quoi, non, François, tu connais pas, saucisses de Montbéliard, mais tous les motards en parlent. Alors j'avais le droit de le dire qu'une fois par course, voilà. Mais c'était un petit peu ma signature. Mais le chaud bouillant, j'aimais bien aussi, parce que c'est vrai que le spectacle il est tellement télégénique, il est tellement intense et passionnant que chaud bouillant, moi ça me correspond bien. Alors, moi, je trouvais ce gag complètement débile. Quand j'étais avec des personnes âgées, ils disaient que dans la vie active, on n'a pas une minute. Mais alors, quand on est à la retraite, on n'a pas une seconde. Mais c'est un peu vrai, parce que je n'ai pas coupé les ponts avec les Monts Grands Prix. J'organise 6 à 7 voyages par année avec Connie, un voyagiste. On va en Malaisie, on va au Japon, on visite le musée Honda. On a aussi des sorties culturelles, on prend le Shinkansen, moi j'adore les trains, les maquettes, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis d'autre part, moi je fais toujours de la moto, donc je vais quand même un petit peu trop vite par rapport aux limitations. Donc il y a 3 ans maintenant, j'ai racheté, parce que je suis assez vacciné Kawasaki, je faisais des courses sur des Kawasaki, j'ai racheté une vieille Kawasaki de l'an 2000, une 1200 cm3, on a fait beaucoup de travail, on a mis une culasse différente, on a mis des carburateur Dinojet, on a changé le cadre, on en a fait un bobère. Donc ça m'a pris 9 mois avec plein d'autres activités. Donc je suis toujours dans le monde de la moto, mais j'aime le cinéma, j'aime le théâtre, j'ai l'abonnement à Beau Sobre à Morges, j'aime beaucoup lire, donc je crois qu'on s'embête pas du tout. Et puis bon, il y a les Grands Prix, on les regarde à la télé, mais je pense qu'à Misano, en principe, on a acheté 40 places pour la meilleure tribune de Misano, en tout cas l'une des meilleures. Donc on est autorisé à aller 10 000 personnes et on est choisi le groupe avec qui je vais à Coney. Donc on va aller dans 15 jours maintenant à Misano. Donc ça aurait été la première fois en 48 ans
que durant une saison, je n'aurais pas vu de Grand Prix sur place. Avant, comme supporter au Castellet, j'ai vu Saarinen, Agostini, la grande époque, mais ça aurait été exactement cette année, 48 ans, je n'aurais pas vu un Grand Prix sur place. J'étais un petit peu triste. Donc ça me manque, même si le spectacle à la télévision est fabuleux, parce que c'est de mieux en mieux filmé. Mathieu a des très bons consultants, ils sont tous complémentaires. Mais être sur place, à sentir cette effervescence, cette passion, et puis en plus en Italie, à Misano, les terres de Valentino Rossi, ça sera un rêve qui va se réaliser, parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je pensais qu'il n'y aurait pas de Grand Prix, en tout cas en étant sur place. Alors, sur 40 ans, je ne peux pas dire les derniers. Disons que moi, j'ai été très admiratif, et que j'étais photographe, j'étais très admiratif de Giacomo Agostini, qui était le roi Ago. Il méritait son surnom, c'était un gentleman. Et j'ai bossé longtemps comme photographe pour Philip Morris. Donc, je l'ai beaucoup côtoyé, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Moi, j'étais vraiment privilégié de travailler avec lui. Il n'y avait pas de retransmission TV, donc la cour, j'étais avec les mécanos, je devais faire un maximum de photos, donc c'était une période particulière, mais vraiment intéressante. La moto n'était pas aussi populaire que maintenant. Et puis après, grâce à Philippe Coulon, j'ai connu Barry Sheene. Et j'ai une anecdote, c'était le Grand Prix de France au Castellet. Barry, on était très potes. Quand il venait en Suisse avec Philippe, on allait un peu faire la fête à gauche, à droite, à Zurich, etc. C'était un bon vivant, vraiment un grand champion. Il a popularisé comme Agostini et comme Valentino Rossi, mais pour le grand public, c'était vraiment, il était anobli par la reine, il avait une émission à la BBC, il était animateur des stars et il était pote avec George Harrison et Paul McCartney. Et un jour, j'étais à Bandol, dans un hôtel, au pied dans l'eau, et Barry me dit « Viens saluer mes potes ». Je dis « Hello, hello, hello ». Il me dit, tu les as pas reconnus? C'était les Beatles. Mais ils étaient habillés en t-shirt et j'imaginais pas. Paul était passionné de voitures, mais je savais pas qu'il était. Puis ils avaient une autre coupe de cheveux. Moi, les Beatles, c'était déjà séparé. Moi, les Beatles, c'était la coupe Beatles. Donc, Barry Sheene, c'était vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour le grand public. Il était sur la grille de départ, il avait un trou dans son casque AGV avec le Donald Duck, il fumait sa clope. Ça paraît. Malheureusement, il est décédé du cancer des poumons, mais c'était un mec absolument génial qui a fait beaucoup pour la moto. Puis Valentino Rossi. Valentino Rossi, je pense que la moto est si populaire dans le monde, c'est grâce uniquement à lui. Pas uniquement, parce qu'il n'est pas le roi, il y a d'autres pilotes qui sont brillants, mais lui, il est drôle, il est sympa. J'ai peur qu'il fasse la saison de trop, mais j'aimerais tellement le voir gagner encore une fois. Et puis, mais c'est un gars qui a popularisé. En Malaisie, on était avec le voyage de groupe Konila, on était à la tribune Rossi, on était tous habillés en jaune, on avait ce ticket de la tribune Rossi, on avait un t-shirt, un chapeau, le chapeau 46, et puis on avait des fagnons. Et avec nous, j'avais des copains espagnols, ils ont sorti le drapeau de Marquez, le drapeau espagnol, mais on se marrait, je veux dire, c'est pas comme des abrutis de supporters footeux, pas tous, hein, mais quand on voit ces fans qui se tapent dessus parce que c'est l'équipe adverse, chez des journalistes, Philippe von Bourg, il était en rouge, il s'est fait agresser par des supporters d'une autre équipe alors qu'il était commentateur à 16h de l'après-midi. Je veux dire, cette ferveur moto, ça reste encore dans des proportions tout à fait sympas. Même si des fois il y a eu des bagarres, Rossi, Marquez, on a entendu des avis sur le net qui ne me déplaisent pas. On n'est pas dans le milieu du football, on est là pour voir du spectacle. Et même celui qui termine dernier, c'est un héros. Parce que chaque année, il y a quand même des accidents graves. Et chaque fois qu'ils prennent la piste, ils prennent quand même des sacrés risques. Hein. C'est pas jouer au tennis, prendre une balle dans l'œil, c'est jouer avec sa vie. Donc moi, je suis très admiratif pour ces grands champions. Oui, bien sûr, avec les anciens, Philippe Coulon, naturellement, qui vient souvent sur les Grands Prix, avec qui on est vraiment amis depuis longue date. Jacques Cornu, que je vois de temps en temps. Parfois Bruno Knobler, Roland Frémont, bien sûr, parce qu'il fait encore des courses historiques.
Villard, des choses comme ça, on se rencontre en dehors des Grands Prix. Et puis bien sûr, Philippe Coulon, c'est un rassembleur, donc souvent il organise des petites fêtes, on revoit des films de l'époque, il y a Patrick Plisson, il y a Fernandez, il y a Toffolo en pilote belge. Mais c'est vrai que souvent l'hiver, pas cette année parce qu'il s'est préparé différemment, Thomas Luthi adore skier, c'est un très bon skieur, et il vient avec Pedrosa et avec quelques amis, on l'a fait découvrir Verbier, il en passe à vie pour 4 personnes pour skier dans le domaine des 4 vallées Verbier. Et il est souvent avec Pedrosa. Et j'avais une anecdote assez marrante parce que Pedrosa, il y a 5-6 ans, il ne savait pas très bien skier, mais il allait quand même au Montfort. Mais il n'avait pas de casque, il avait un bonnet péruvien. Puis je dis, mais vous êtes taré de l'amener là. Puis on l'attendait. Puis Thomas Luthi me dit, ouais, mais il est tellement petit, il est derrière une bosse, on ne voit pas, il n'est pas tombé. Donc c'est vraiment des moments de partage. On ne parle jamais de moto, on ne parle jamais de contrat. On parle de ski, de sport, et puis on raconte des salades. Et puis c'est vraiment, moi, c'est vraiment des pilotes. Tout le monde croit que c'est des stars, mais ils sont vraiment très accessibles. Et c'est un grand bonheur de partager des moments de loisirs avec eux, ça c'est clair. La moto fait vraiment partie de ma vie. Je roule à moto, bien sûr. J'ai 2 motos différentes, une sportive, une Agusta brutale, elle porte bien son nom 910, mais ma femme apprécie beaucoup de rouler sur cette moto. J'ai un petit peu rallongé les repose-pieds. Et puis j'ai une Kawasaki Bobber avec un grand guidon. Je roule sur couple, j'essaye de respecter les limitations. Et puis avec 3 couples d'amis, on fait une cagnotte et tous les 2-3 ans, on va faire des grands voyages. On a fait la 66, on a fait l'Afrique du Sud, on a fait le Colorado, on a fait le Canada, Calgary, Seattle. Donc ouais, là, je fais à peu près entre 15 et 20 000 km par année, les bonnes années. Et puis pendant le coronavirus, le dernier jour, je ne voulais pas surcharger les hôpitaux en cas d'accident, c'est jamais ce qui peut arriver, mais le dernier jour, c'est la première fois de ma vie, le dernier jour du semi-confinement, j'ai été roulé, on a fait des cols et des cols et des cols. Ce jour-là, j'ai rencontré plus de motos que de voitures, mais les restaurants n'étaient pas ouverts, et sur tous les prairies, sur tous les points de vue, il y avait tous les motards qui pique-niquaient. Alors, c'est vrai que la majorité, ils étaient chauds, ils avaient les cheveux gris. Mais je pense que quand on a la passion moto, on l'a jusqu'à la fin de ses jours, ça c'est clair. Et je dis toujours, moi je ne critique pas les gens qui roulent en Harley, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas, si un scooteriste dans un col, il y a des 500-650 cm3, me fait signe, moi je lui fais, je lui fais signe, je dis toujours qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quelle que soit la monture. Je pense que dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, personne n'est irremplaçable. C'est vrai que j'ai connu une époque dorée, mais j'apprécie aussi beaucoup dans la rue, on ne se retourne pas forcément sur moi parce que je ne passe plus à l'antenne, ça fait 8 ans que j'ai pris la retraite, mais ça me va très bien, je n'ai pas besoin de reconnaissance. Par contre, ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens, maintenant que je ne travaille plus à la TV, ils osent m'aborder. Et il y a des grands-mères, le nombre de dames d'un certain âge qui me disent « Mais Bernard, je regarde la télé grâce à vous, mais j'ai peur. » Mais chaque fois que je faisais la cuisine, puis j'entendais un fou qui criait, puis mon mari disait « C'est incroyable, c'est incroyable. » Je suis passionné de moto et je rencontre beaucoup de personnes ainsi. Puis à l'époque, j'avais une autre coupe de cheveux, j'en avais peut-être plus. Il y a beaucoup de grands-mamans qui me demandaient si je mettais du gel, puis elles voulaient me toucher. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un grand plaisir et c'est super sympa d'avoir des gens de plusieurs générations qui me disent « Ah, mais c'était super, Mathieu est très bon, autre temps, autre mœurs. » Voilà, je conclurai comme ça. Mathieu, il me fait très plaisir et je trouve qu'il est devenu super passionné et je pense qu'il satisfait beaucoup de monde.